Le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux, avec de la politique et un sujet commun en une du Figaro, de Libération ou de Métro News. Sarkozy, Juppé, la guerre est déclarée. Les huées des militants pro-Sarkozy contre Alain Juppé, chez lui à Bordeaux, laisseront des traces, prédit aujourd'hui en France. Mais en une, ce quotidien préfère se réjouir du vote hier en Tunisie, un premier tour historique. Direct Matin regarde vers l'Iran, nucléaire iranien, l'épineux dossier. Ce sont les dernières heures de négociations cruciales après 10 ans d'échec. On en parlera d'ailleurs et on répondra à vos questions tout à l'heure à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Je vous épargne les très nombreux articles consacrés à Roger Federer et à la victoire suisse en Coupe Davis pour ne retenir sur le sujet que la une de 20 minutes, la France dévisse, du verbe dévisser. Pas mal. Magnifique jeu de mots. Et puis je ne résiste pas à cette petite brève dans l'Express titrée Vroom Vroom. Ça concerne Agnès Salle, c'est la nouvelle présidente de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Elle a fait installer, figurez-vous, un gyrophare dans sa voiture de fonction. Bah oui, il y a urgence à livrer des archives télé. À l'INA, certains ont choisi d'en rire. On attend maintenant le klaxon à 2 tons. Ouais, mais l'INA, c'est à Brie-sur-Marne, alors c'est loin. Elle est peut-être pressée le matin. C'est classe un gyrophare en même Elle temps. est pressée le matin, faut aller là-bas. C'est votre ami, non ? Pas du tout, je la connais pas. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien, à quelques heures de la visite de François Hollande à Florange, le président est à la une de plusieurs de vos quotidiens ce matin, notamment l'Est républicain, avec ce titre « Florange a été conforté », titre entre guillemets, c'est une citation à François Hollande qui dit croire en l'avenir industriel du site. Il accorde une interview au quotidien régional. Ouais, dans le Courrier Picard, encore un projet agricole qui fait polémique. Après la ferme des 1000 vaches, voici la ferme des 3000 cochons. Un éleveur veut doubler la taille de son exploitation dans l'Oise et les 147 habitants de l'Oueuse redoutent évidemment les nuisances olfactives. Et puis, une histoire qui fait l'objet d'un roman et bientôt d'un téléfilm. Et ça donne ce titre assez étonnant. Dans le Courrier de l'Ouest, il dit être son arrière-grand-père réincarné. Bien sûr. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, on l'a dit dans la dépêche du midi, Marion. Et vous pourriez bien nous tirer une larmichette ce matin. Oui, parce que c'est la bord d'une petite oursonne qui intrigue aujourd'hui dans les Pyrénées. Auberta n'avait que 10 mois quand elle a été retrouvée morte vendredi. Vous vous souvenez peut-être qu'on avait parlé d'elle l'an dernier dans le rendez-vous des régions quand elle avait été découverte, abandonnée par sa mère. Une toute petite boule de poil qui faisait seulement 3 kilos à l'époque et que les spécialistes avaient tenté ensuite de relâcher dans la nature après l'avoir nourrie sans succès. Elle avait donc été placée dans un périmètre protégé. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'est la question. Comment a-t-elle pu mourir ? Plusieurs associations écologistes dénoncent une négligence vétérinaire. La bête avait été opérée pour l'équiper d'un émetteur pour pouvoir la suivre. Or, le problème, c'est qu'elle était censée déjà être dans un périmètre protégé. Alors, la plaie, c'est-elle infectée ou rouverte dans la nature? En tout cas, le corps sera soumis dans quelques jours à une autopsie. C'est a priori donc une intervention humaine qui aurait été fatale à l'animal, posant une nouvelle fois la question de la pérennité de l'ours dans les Pyrénées. Moins de 30 bêtes aujourd'hui. Voilà, c'est donc à lire dans la dépêche du midi. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin vous avez décortiqué les journaux tunisiens quelques heures après un jour historique, la première élection d'un président au suffrage universel. Ouais, aux urnes, citoyens, c'est le titre à la une du site de la presse de Tunisie qui insiste donc sur l'importance de cette journée. Rendez-vous crucial dans le processus de transition démocratique. Il y avait 27 candidats au total, dont une femme. Il en reste 2 ce matin. Le président sortant, Monsef Marzouki, face à un vétéran de la vie politique tunisienne. Et quand je dis vétéran, Béji Caïd Essebsi, 87 ans, anti-islamiste. Il faut savoir quand même que son parti a gagné les législatives le mois dernier. On se dirige donc vers un deuxième tour, ce sera a priori fin décembre. Mais déjà, la presse salue le travail des organisateurs qui, en dépit des hésitations, des erreurs, de certains errements, ont réussi à conduire des élections conformes aux normes internationales. Alors, il faut savoir que dans le système tunisien, le président a des prérogatives, somme toute, assez limitées. Mais forcément, son élection au suffrage universel va lui donner du poids dans la vie politique. Une vision pour la Tunisie, écrit le journal Le Temps, un pays aux ressources limitées, mais aux grandes richesses humaines. On peut lire notamment le regard des décideurs du monde est négatif. Ils croient que les Arabes et les musulmans sont génétiquement incapables de modernité. Le printemps tunisien a démontré le contraire. Il n'y a pas de fatalité. Le chemin est possible et réel
vers la liberté. C'est ce que j'ai pu lire tout à l'heure. On va suivre évidemment les premières prises de parole dans les prochaines heures. Il faudra aussi mobiliser contre l'abstention. La presse de Tunisie cite notamment en exemple un jeune handicapé moteur qui a dû suivre un vrai parcours du combattant pour atteindre son bureau de vote en chaise roulante. Au moment, dit le journal, où certains jeunes expriment leur indifférence et fréquentent les cafés au lieu d'accomplir leur devoir électoral. Voilà, joli processus démocratique en cours en Tunisie. La une de la presse éco, Axel de Tarlet. Je vous reconnais bien là, la fashion victime. Les hommes dépenseraient plus que les femmes pour leurs vêtements, c'est-à-dire aujourd'hui en France. Eh oui, c'est une étude surprenante pour un site internet qui s'appelle Chictip. Alors en moyenne, c'est le nom du site. Déjà une prise de parti là. Alors il s'agit des moins de 40 ans. En fait, c'est vrai, les jeunes hommes de moins de 40 ans dépensent 371 € par an en vêtements et les jeunes femmes de moins de 40 ans dépensent 362 € par an. Et en fait, ça s'explique parce que les jeunes hommes, d'abord, ils veulent bien se soigner, être beaux, ils sont etc. plus coquets, alors. Oui, et c'est que surtout... c'est les femmes qui le matin disent « Ah, mais j'ai rien à mettre ». Oui, mais les jeunes femmes achètent. Ça, c'est petit, ça. Dans la série des imitations, celle-ci est remarquable. Moi, je m'intéresse aux achats, tout simplement. C'est le fait et les chiffres, s'il vous plaît. Les jeunes femmes achètent plus souvent, mais elles achètent moins cher. Et c'est vrai qu'il y a une déferlante d'enseignes. Vous avez entendu parler de Primark, vous voyez, où le panier moyen est de 30 € pour 6 articles. Ouais. Alors que les jeunes hommes achètent moins souvent, mais ils sont prêts à mettre 100 € par an pour une paire de jeans, etc. Mais ça, vous nous dites, c'est avant 40 ans. Voilà, c'est avant. Alors après 40 ans, ça se dégrade, et notamment, après 50 ans, les hommes n'achètent plus rien. Parce qu'on a gardé le même costume, on a acheté un beau costume à 30. C'est parce que ce sont les femmes qui s'en occupent. Après 40 ans, en fait, c'est la femme qui achète pour l'homme. Alors là, ça chute, l'homme devient mal habillé, etc. Mais néanmoins... Cette chronique misogyne. Bah non, justement, les Julie, hommes, est-ce que vous achetez les hommes devraient se soigner. Les femmes sont incapables d'habiller leur mari après. En tous les cas, il se trouve qu'elles dépensent moins, en tous les cas. Vous achetez les vêtements de votre tendre époux, vous ? Jamais de la vie. Ah, très bien. Alors, en tous les cas, ça reste un bon cadeau pour Noël, ce que montre cette enquête. Le numéro 1, c'est la chemise, voilà, si vous voulez faire plaisir. Voilà, Madame de Tarlet, le message est passé. La télé, ce soir, Eva Rock en jogging devant l'écran, regarde Intervention TF1 20h55. Jamais en jogging, vous plaisantez, mais non, jamais de la vie. Surtout quand c'est Alain Delon dans une série pour TF1. Oh pardon, non, c'est son fils. Voilà, alors là, ça va être surprenant. Vous allez voir, mimétisme de rigueur. Pour Anthony Delon, c'est toujours le regard noir et sourire charmeur. Et on est dans une maternité publique où donc Anthony Delon s'appelle Lucas. C'est un super gynécologue chirurgien qui sauve plein de mamans et plein de bébés. Et alors, je ne sais pas pourquoi, dans cette maternité qui est hyper propre, hyper chic, les infirmières, c'est toutes des bombes atomiques, tous les accouchements sont un enfer. Même quand c'est le 4e pour Jemila, qui est la femme d'un des infirmiers et qui ne peut pas s'empêcher, alors qu'elle est en plein travail, de poser des questions indiscrètes à Lucas en présence de Camille, la sage-femme. Elle ne peut pas se passer de moi, ça va, Jamila? Prétentieux. Je pensais qu'au 4e enfant, ça irait plus vite. Ça, c'est ce que je dis aux mamans pour qu'elles continuent à faire des bébés. Allez, on y va. Et Laetitia, quand est-ce que tu lui fais un petit Lucas? Voilà, tu vas un peu vite, il n'en est pas encore là. Qu'est-ce que t'attends pour t'installer avec elle? Voilà, t'oublies que l'hésitation en matière sentimentale, c'est la spécialité du docteur Lucas. Ça a l'air passionnant. Bon, c'est bon, vous avez gagné. Non, et ma péridurale? Là, c'est pas encore en travail. Va falloir attendre un peu. C'est pendant l'accouchement, là. C'est pendant l'accouchement. Voilà. Non, alors, je vais être sincère. Hein. Les personnages sont assez attachants, c'est plutôt bien interprété. Côté scénario, on n'évite pas le cliché. Donc, notre super médecin, il pense qu'à son travail. Il n'a pas eu de père. Il vit dans la cité où il a grandi. Il est super égoïste et veut pas faire un enfant à sa compagne. Il se dispute avec l'autre médecin. Il refuse l'autorité de la directrice de l'hôpital, parce qu'évidemment, c'est une directrice. Puis, il fait les yeux doux à son interne. Bon, si vous regardez Urgence et Grey's Anatomy, il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de photo, comme on dit. Je parie quand même sur un joli score d'audience. En revanche, les hypochondriaques et les femmes enceintes, je ne suis pas du tout sûre qu'elles vont regarder ce soir Intervention. C'est donc Intervention avec Anthony Delon sur TF1 à 20h55. Rideau sur le kiosque.